Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième format sur notre chaîne YouTube Terre de Relations, des interviews fleuves avec des géographes, des penseuses ou des penseurs des territoires. Au fond, ce qu'on souhaite créer sur cette chaîne YouTube, c'est une sorte de bibliothèque. Chaque interview est comme un livre, on vient chercher des inspirations, des clés de lecture, des concepts pour pouvoir mieux habiter ensemble. Nous avons accueilli notre première invitée, la géographe Anne-Solange Muy à la Climate House de Paris. On espère que ça vous plaira et nous en tout cas on est ravis de vous retrouver. Anne-Solange, bonjour, merci beaucoup d'être venue nous voir. Tu es une grande soutien de Terre de Relations depuis le début. D'ailleurs, on avait fait appel à toi pour la soirée d'avant-première Terre de Relations comme grande marraine. Et aujourd'hui, on est content de rentrer davantage dans ta pensée et dans tes travaux de géographe. Pour te présenter en quelques mots, donc tu es docteur en géographie, plutôt spécialiste du développement durable. Tu as travaillé sur plusieurs terrains, dont la Bretagne et Saint-Pierre et Miquelon. Tu as enseigné à l'université et puis aujourd'hui tu as fait un pas un petit peu de côté puisque tu diriges une maison d'édition qui s'appelle Terre Urbaine, sur laquelle d'ailleurs tu as publié tes travaux sur Saint-Pierre et Miquelon, en tout cas une partie de tes travaux sur Saint-Pierre et Miquelon. Et puis en parallèle tu as travaillé des romans, notamment le dernier qui s'appelle Une île pour elle, qui a gagné plusieurs prix littéraires, qui est vraiment magnifiquement bien écrit. Et écoute, aujourd'hui on est heureux de te recevoir Anne-Solange pour parler au fond de ton parcours de géographe, ce sur quoi tu travailles à Saint-Pierre et Miquelon, qui on va le voir est un cas d'école pour repenser les autres types de territoires. Et c'est ce qu'on va faire, c'est à la manière d'un accordéon qui s'étire, comment à partir de Saint-Pierre et Miquelon on peut lever des enseignements pour penser finalement l'habiter de manière générale. Une première question qu'on avait envie de te poser, c'est comment t'en es arrivé là? Comment t'es devenu géographe? Est-ce que c'est une passion que tu as depuis toute petite ou c'est chemin faisant que tu t'es mis à la géographie? Oui, effectivement. Alors non, c'est pas venu tout de suite parce que quand j'étais jeune, moi j'adorais essayer de comprendre quand même le monde. J'avais une fascination pour essayer d'expliquer pourquoi telle plante, pourquoi les animaux, pourquoi les paysages, pourquoi le monde qui m'entoure. Je crois que c'était quand même intrinsèquement assez profond en moi. J'étais plutôt destinée, moi, à faire de l'histoire parce que la géographie, c'est pas très sexy, alors que l'histoire, c'est toujours une grande histoire, justement. Et puis en terminale, mon oncle m'a emmenée en randonnée en Pot-de-Phoque avec ma sœur aînée. Et on était avec un de ses amis guide de montagne. Et là, on est arrivé en haut des sommets, devant un paysage mais extraordinaire. Et Marc, le guide, a commencé à raconter toute la formation de la chaîne alpine, etc. Et quand j'ai demandé comment il connaissait tout ça et comment il était capable d'expliquer l'histoire de ces montagnes, il m'a dit qu'il avait fait de la géographie. Je suis rentrée de cette randonnée à Pot-de-Phoque et là j'ai dit « Ok, je veux faire de la géographie ». Et par ailleurs, ce qui a été un peu finalement aussi le déclencheur, le deuxième déclencheur, c'est que dans la bibliothèque de mes grands-parents, il y avait un livre d'Élisée Reclus sur l'histoire d'un ruisseau. Et quand j'ai ouvert ce livre et que j'ai lu l'écriture d'Élisée Reclus, qui était extrêmement poétique pour décrire l'origine de la source, de l'eau qui scintille dans la lumière, etc. Mais je me dis, mais c'est ça que j'aime, c'est cette description-là des paysages, et je pense que c'est grâce à ces deux facteurs, Élisée Reclus et quelque part cette randonnée avec mon oncle, que j'ai choisi la géographie, quoi. Et justement, dans tes travaux, Anne-Solange, toi, tu travailles beaucoup, déjà une géographie du terrain, tu l'as dit là un peu dans ta présentation, tu es beaucoup partie sur le terrain, mais aussi une géographie du présent finalement, des enjeux actuels. Comment tu travailles? Comment on pratique au quotidien cette géographie du présent? C'est une bonne question. Donc moi, mon métier, c'est je suis, entre guillemets, je réponds à des appels d'offres qui sont lancés par des territoires et sur lesquels je sens que je peux apporter une compétence. Donc tout le monde ne veut pas forcément de l'écologie, de l'environnement, du développement durable. On me demande de venir, on me finance pour ça. Et là, moi, mon approche, c'est de dire on ne peut pas faire territoire sans faire avec les gens qui vivent le territoire, qui l'habitent, qui le connaissent, qui l'usagent et qui veulent finalement se projeter dans ce territoire. Ça se rapproche de la définition donnée par la communauté scientifique et géographique, je pense notamment au dictionnaire de géographie de Roger Brunet, où en fait, très clairement, la notion et la définition de territoire, au-delà de l'objet matériel, foncier qu'on peut vendre, acheter, monnayer, c'est avant tout un objet de valeur affective auquel une population s'identifie, se sent appartenir, vit, etc. Et moi, je suis partie tout simplement de cette définition géographique du territoire pour faire territoire avec les acteurs et faire en sorte que le projet de développement, d'aménagement corresponde tout simplement aux attentes de la population et soit en résonance avec cette population. C'est un métier de beaucoup d'écoute et d'analyse finalement presque sociologique en fait. Alors petite précision, pour les références qui sont dites, vous pourrez les retrouver pour aller plus loin en description de la vidéo.
pour ceux et celles qui le souhaitent. Et pour continuer, Anne-Solange, sur ta pratique un peu de la géographie, tu es aussi reconnue dans le milieu pour pratiquer une géographie un petit peu du sensible, Oui. qui accorde beaucoup de place aux ressentis, aux émotions. Tu as une plume magnifiquement poétique. Pourquoi c'est important pour toi de ramener ce sensible dans la géographie? Bon, déjà, je pense que c'est ma personnalité. Je suis moi-même très sensible. Mais je crois aussi que le sensible est à la base, je dirais, aux racines de l'émerveillement. Et que pour moi, de pouvoir en fait ramener du sensible, ramener de la poésie, c'est ramener de l'émerveillement là où en fait on a besoin de comprendre le monde, mais on ne peut pas aussi en prendre soin sans s'en émerveiller. Et ça, c'est un très beau livre d'ailleurs en référence là-dessus. C'est le livre qui s'appelle Le sens de l'émerveillement de Rachel Carson et qui est très beau à ce niveau-là où elle part de cette transmission de l'émerveillement à son enfant adoptif. Donc non, voilà, le sensible, c'est la base de l'émerveillement et on en a besoin pour aimer le monde. Et les territoires peuvent être source d'émerveillement pour toi? Ah ben complètement, au contraire. Ouais. En fait, pour moi, il n'y a pas un territoire qui ne suscite pas un émerveillement. Après, tout est fonction évidemment du regard qu'on porte sur les choses, quoi. Mais je trouve que dans Terre de Relations, c'est quelque chose que vous savez bien faire, ça, révéler l'émerveillement des territoires. C'est tout à fait votre approche, c'est justement pour aussi montrer ce lien qui existe et cette capacité qu'on a à s'attacher à cette terre. Tout à fait. Essayer de dévoiler les liens en fait, qui nous unissent à des lieux. Oui. Ouais. Et ben, merci Anne-Solange pour ça. Je te propose maintenant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et qu'on parte enfin pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça fait un peu rêver dit comme ça. Ouais. Tout le monde sait que c'est plus ou moins dans le nord du monde, mais pas beaucoup de gens y sont allés. Non. Je pense que peu de personnes même savent réellement de quoi on parle quand on parle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toi qui as fait beaucoup de terrain là-bas, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Saint-Pierre-et-Miquelon? Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le seul territoire français qui se situe comme ça dans l'océan Atlantique Nord. Donc c'est un archipel qui est à 4700 km de la métropole française et qui est à peu près à 50 km au sud de Terre-Neuve. Voilà, encore dans l'estuaire finalement du Saint-Laurent. Donc c'est un archipel qui est composé de 3 îles majeures. Saint-Pierre qui est l'île mère mais qui est la plus petite, qui fait 25 km² et qui concentre 6000 habitants à peu près. Et puis, on a ensuite 3 grandes îles, donc l'île de Langlade, l'île de la Grande Miquelon et l'île qui s'appelle Le Cap, qui est plus au nord, qui sont 3 îles reliées par des isthmes sédimentaires. Un isthme complètement sableux qui fait 12 km plus au nord, la Grande Miquelon, et un isthme sur lequel est implanté le village de Miquelon qui relie donc les 2 îles, le Cap au nord et la Grande Miquelon, où là c'est un isthme sable et plutôt galé. En tout cas, ça fait 240 km² et ça réunit 500 habitants. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes géographies. Saint-Pierre, c'est un rocher, en fait, qui a un port naturel, donc qui a connu une toute autre histoire, finalement, aussi de la pêche et des pêcheries. Mais c'est un archipel qui est très connu dans le monde entier. C'est une véritable ressource halieutique. Pendant des années et des siècles, en fait, il a nourri des milliers et des milliers de familles et a permis aussi un fort marché économique de la morue. Ça me fait penser à en Bretagne, il y a beaucoup de récits de grands navigateurs bretons qui allaient, grands pêcheurs, en fait, capitaines de navires, qui allaient jusqu'en Terre-Neuve, jusque dans les eaux de Saint-Pierre-et-Miquelon pour ramener du poisson. Pour ramener effectivement du poisson et essentiellement la morue. Et c'était les Malouins, en fait, donc de Saint-Malo, qui essentiellement partaient. C'est un archipel qui a été découvert en 1520 par les Portugais. Et puis, petit à petit, c'est devenu Saint-Pierre-et-Miquelon parce que c'est devenu français. Ça a été, au départ, c'était un lieu de pêche plutôt à la baleine. Donc ça, c'était 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle. Ça commençait à devenir plutôt un lieu d'approvisionnement pour la morue. Et puis, effectivement, ça a été peuplé petit à petit des pêcheurs bretons, normands, basques, corses, qui se sont retrouvés là-bas alors qu'ils venaient plutôt pour la belle saison, 6 mois dans l'année. Parce que les hivers étaient extrêmement rigoureux à l'époque. Donc ça descendait toujours en dessous des zéros, donc on avait plutôt des moins 15 en moyenne de température, avec beaucoup de glace, de gel, et puis des conditions de vent et de tempête qui faisaient que la vie était quasi impossible là-bas, quoi. Est-ce que l'île était peuplée avant l'arrivée des premiers pêcheurs? Non, elle n'était pas peuplée. Donc, on a eu des Amérindiens. En fait, la colonie d'Amérindiens, c'est les Béotucs, qui étaient sur Terre-Neuve plutôt, et dont l'extermination s'est faite au 19e siècle. Les derniers Béotucs auraient été tués par les Anglais. Et en fait, ceux qui étaient plus courants sur Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était aussi les Indiens Micmacs,
Mais en tout cas, c'est de la même façon que les pêcheurs français venaient 6 mois dans l'année. En fait, les Amérindiens venaient de façon très ponctuelle sur l'archipel. On a retrouvé dans les fouilles archéologiques qui ont eu lieu il y a quelques années par l'INRA des petites pointes de flèches comme ça à différents endroits. Ils ont retrouvé des amas de coquillages. Donc, en fait, ils savent qu'il y a eu des populations nomades plutôt qui venaient pour la pêche, pour s'alimenter, mais qui ne restaient pas y vivre. D'accord. Et quand on préparait cet entretien, en parlant de ces vagues d'installation sur Saint-Pierre-et-Miquelon, tu m'as dit que ça a été bousculé quand même l'île, entre des influences françaises, des influences anglaises, à l'heure où les empires étaient en pleine conquête coloniale. Oui. Et d'ailleurs, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est toi qui m'as dit, parlaient du grand dérangement, pour parler de ces alternances finalement entre français et anglais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, comme tout français sait, Jacques Cartier, découverte, en tout cas conquête, on va dire, du nord de l'Amérique, qui appartenait donc à la France. Tout ce nord américain, dont Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles de la Madeleine, Terre-Neuve, etc., tout ça a été français. Et puis, en fait, il y a eu des invasions anglaises, il y a eu des fragilités aussi sur le continent européen qui font que dans les négociations, au niveau des traités, ces terres finalement colonisées faisaient partie des monnaies d'échange dans les traités. En 1713, on a eu le traité d'Utrecht qui a donné aux Anglais une partie du nord de l'Amérique du Nord, et dont Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est à partir de ce moment-là que Saint-Pierre-et-Miquelon est devenu anglais. Et là, tous les Français sont partis de Saint-Pierre-et-Miquelon. Quelques-uns, une centaine, ont prêté allégeance à la couronne d'Angleterre, mais la plupart sont partis. Et en 1763, il y a eu un autre traité de Paris qui a en fait rendu pour partie Saint-Pierre-et-Miquelon à la France. Et là, donc les Français sont revenus, sauf qu'il y avait une clause dans le traité de Paris qui disait les Français ont le droit de venir pour les besoins de la pêche, mais ils n'ont pas le droit de venir s'installer et de vivre de façon pérenne sur l'archipel. Donc, c'est ce qui détermine, à mon sens, toute l'implantation de l'urbanisation, en fait, sur ce village de Miquelon, qui est notamment sur cet isthme sédimentaire qui se trouve à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pourquoi? Parce que, donc, à partir de 1763, les marins qui venaient pouvaient poser une cabane de pêche, il fallait qu'elle soit en bois, c'était de l'habitat temporaire. Et puis, donc, les Français sont revenus, un peu déguisés, finalement, ils s'implantaient, et ça a beaucoup énervé les Anglais, parce qu'ils venaient se ravitailler en bois sur Terre-Neuve, parce qu'ils venaient commercer avec les Anglais. Bon. Et les Anglais ont de nouveau prétexté, finalement, le rôle ou l'intervention de la France dans la guerre d'indépendance américaine, donc c'était en 1775. On passait des armes pour les Américains par Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc ça a énervé les Anglais qui se sont mis du coup de nouveau à envahir Saint-Pierre-et-Miquelon, mais là en incendiant les maisons, les habitations, et de façon assez violente, en chassant les Français de l'archipel. C'est ce qu'on appelle le premier grand dérangement, où les Français ont été chassés. Et puis, fin de la guerre de l'indépendance américaine, de mémoire, je crois que c'est en 1783, on a récupéré par un autre traité de Paris de façon définitive le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est redevenu français, sous couronne française. Et là, le roi de France a dit je vous envoie des goélettes, tous ceux qui avaient été exportés ont eu le droit de revenir sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Et le but du roi, à l'époque, c'était de faire comme pour les autres colonies françaises, c'est-à-dire une colonie de peuplement. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était impossible de peupler Saint-Pierre-et-Miquelon à cause du climat notamment, et à cause de la difficulté de fortification de toute cette côte qui est extrêmement escarpée et très difficile à fortifier. Donc le roi, au bout de 2-3 ans, après avoir soutenu, aidé financièrement le territoire pour son peuplement, a finalement renoncé et a dit que ce ne serait qu'une colonie d'exploitation, c'est-à-dire pour la pêche et les besoins de la pêche. Donc ceux qui voulaient venir à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était de leur propre gré. Et c'est là que ça devient, je trouve, très intéressant d'un point de vue de la géographie et de l'attache au territoire, c'est que systématiquement, ceux qui avaient grandi ou qui connaissaient le territoire sont revenus sur le territoire. Parce que, oui, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en 1763, on a récupéré Saint-Pierre-et-Miquelon en partie français, mais on a perdu tout le reste de l'Amérique du Nord. Tous les territoires qui étaient français à ce moment-là sont devenus anglais. C'est pour ça qu'ensuite, il y a eu la guerre d'indépendance américaine.
Donc en fait, il ne restait plus que ce petit confetti. Et donc les Anglais, qui étaient majoritaires à nous encercler sur les territoires voisins, ont profité de l'instabilité politique de la France en 1793, je crois, à ce moment-là, donc juste après la Révolution française, pour de nouveau envahir Saint-Pierre-et-Miquelon, mais là chasser les Français, récupérer les demeures qui étaient en place et s'y installer. Il a fallu attendre le retour de Louis XVIII, en réalité, qui n'a pas été là très longtemps, une quinzaine d'années je crois, donc 1815, pour que Saint-Pierre-et-Miquelon redevienne 100% français et le reste, puisque c'est à partir de ce moment-là que les Français sont revenus et se sont installés durablement sur le territoire. Donc c'est vraiment un enracinement profond, mais ils ont été en permanence chahutés par les Anglais, délogés, et systématiquement, et c'est ça qui est très beau, ils revenaient. Et justement, quand on essaie d'aller un peu plus loin, de comprendre ces liens d'usage et d'affection là, qui relient les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon à leur île, vu de loin, comme ça, on a l'impression qu'il y a plusieurs identités qui les travaillent. L'identité française, tu l'as bien dit, l'identité polaire de leur île, parce qu'il fait froid là-bas. Ouais, tu pourras nous dire un peu les températures que tu as vécues. Et puis une identité aussi un petit peu américaine. Tu cites dans ton livre que les maisons, notamment, les arts de construction des maisons sont plutôt d'influence nord-américaine. Ouais. Comment cette pluralité, ce métissage permanent s'articule finalement à Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, déjà il y a plusieurs peuplements. Et puis il y a des différences entre Saint-Pierre et Miquelon. Des différences culturelles qui sont relativement faibles quand on ne connaît pas le territoire et qui se perçoivent de plus en plus quand on le connaît et qu'on est familier de ce territoire. Donc les identités ne sont pas les mêmes entre les deux îles, entre Saint-Pierre et entre Miquelon. À Miquelon, on a une forte population d'Acadiens qui sont les premiers Français à avoir colonisé l'Amérique du Nord et qui, quand l'Amérique du Nord est devenue anglaise, ont été chassés de cette Amérique du Nord et qui ont cherché à trouver refuge sous la couronne française. C'était très important pour eux, pour le coup, les Acadiens ont toujours prêté serment à la couronne française et c'était important pour eux de rester fidèles au roi de France. Donc effectivement, l'identité, elle est liée en partie à ces peuplements, donc de marins, d'Acadiens, qui sont, eux, étaient plutôt des agriculteurs, des charpentiers, des menuisiers, enfin des hommes et des femmes de la terre. Et à l'inverse, on a les pêcheurs qui sont venus, donc on a deux types d'identités qui se confrontent et qui sont toujours visibles aujourd'hui, je trouve, dans le paysage. On a toujours de l'agriculture à Miquelon et on a toujours des pêcheurs encore aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ça reste deux identités fortes qui continuent. Et le climat qui joue, je pense, quand même dans l'identité, et l'identité évolue aussi avec ce climat. C'est-à-dire que les maisons ont évolué, l'influence nord-américaine est forte, mais en même temps, on retrouve une gastronomie totalement française quand on va là-bas. En fait, je trouve qu'il y a plus d'américanisation presque de la nourriture en métropole qu'il n'y en a à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais, donc on mange des plats qu'on va retrouver avec beaucoup d'influence basque, parce qu'il y a une forte colonie de pêcheurs basques, anciennement basques. Donc on va retrouver les influences à la fois normandes, donc on va avoir les galettes, ça c'est plutôt breton, mais on va avoir des galettes, on va avoir le cidre, on va avoir les compotes de porc. Et du coup, ça attire aussi un tourisme canadien qui vient spécifiquement à Saint-Pierre-et-Miquelon pour goûter un peu de cette petite France, en fait, comme ils l'appellent. À Miquelon, on a une boulangerie, on a beau avoir 500 habitants, mais on a une boulangerie, et puis alors elle a été défendue bec et ongles, et ça fait partie de l'identité du village, je pense. Ouais. Et est-ce qu'il y a un récit, Anne-Solange, qui aujourd'hui fédère un peu la communauté de Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est un récit un peu vaste, comme les Bretons peuvent avoir autour de leur culture, leur drapeau, comme les Auvergnats peuvent avoir aussi autour de leur paysage et leurs volcans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cimente un peu la cohésion sociale aujourd'hui? Je pense que c'est la pêche à morue quand même. La pêche. Je dirais que ça fait vraiment partie de leur histoire, parce que traditionnellement, donc, on a la mer, le front de mer, on a donc la plage, et puis en haut de la plage, on avait autrefois ce qu'on appelait les salines, c'est-à-dire c'était l'endroit, les petites maisons ou les petites cabanes de pêche où on venait saler le poisson, et après, derrière, on avait la maison. Derrière la maison, le potager. Et derrière, souvent, on avait l'accès aux graves. Donc les graves, c'était ces bancs galets naturels sur lesquels s'est installé aujourd'hui le village, où on faisait sécher la morue. Donc il y a vraiment dans ce paysage encore, on voit la morphologie de cette histoire. Ils sont très attachés à ça. Et ensuite, il n'y a pas de langue ou de patois, par exemple, comme on peut avoir au Pays Basque ou en Bretagne. Donc, par contre, ils sont très attachés à la France. Ils se sentent français, ils défendent cette identité. Et aujourd'hui, on le sait, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon est rattrapé par les déséquilibres écologiques. Les îles, les territoires insulaires sont souvent les plus fragiles face au réchauffement climatique. Encore plus quand ils sont polaires, là où la glace fond, où la mer se réchauffe. Comment ça se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon ?
Alors effectivement, donc Saint-Pierre-et-Miquelon est à la confluence de deux courants. Donc il y a le courant du Labrador qui vient du nord, qui est très froid, qui refroidit. Et puis on a le courant du sud qui est le courant du Gulf Stream, qui est plus chaud. Et donc à cette confluence, on va avoir des dépressions cycloniques, des tempêtes finalement, qui vont venir complètement bouleverser l'archipel. Et ce qui est sûr, c'est que un peu comme ça se passe dans les territoires polaires, voire subarctiques ou périglaciaires, c'est que les effets du réchauffement climatique sont beaucoup plus forts, ou de façon en tout cas beaucoup plus perceptible que dans d'autres territoires, comme on a chez nous par exemple en métropole. Et donc là, autrefois, le climat de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était des hivers qui pouvaient durer à peu près entre 4 et 5 mois, où on avait de la glace partout. La baie de Miquelon, par exemple, était quasiment totalement gelée, les étangs étaient gelés, et donc on avait une forme de mur de glace d'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'appelait, qui se formait le long du littoral, sur la plage, qui pouvait atteindre plus de 3 mètres de haut et qui venait finalement protéger tout ce trait de côte de l'érosion et des tempêtes assez fortes l'hiver. Et aujourd'hui, donc depuis plus de 10 ans à peu près, ce mur de glace ne se forme plus. Donc pourquoi ? Parce que on a un réchauffement des températures l'hiver, où on peut connaître ce qu'on connaît nous, par exemple avec des pics de canicule l'été, et voir des pics de grand froid l'hiver, ça peut encore nous arriver aussi chez nous. Mais donc chez eux, c'est ce qui se passe. Il peut y avoir une semaine, 10 jours, où on va avoir des températures très froides qui vont descendre à moins 17, moins 20. Mais en règle générale, ça ne dure pas autant qu'avant, c'est-à-dire que ça ne dure pas plusieurs mois. Ça n'installe pas la glace. Ça dure en fait une semaine, 10 jours. Puis hop, ça se réchauffe. On repasse sur des températures au-dessus de zéro. La glace fond, etc. Et donc ça fait un yo-yo comme ça d'irrégularité sur les températures. Donc, ça a pour conséquence que sur les écosystèmes, ça vient évidemment perturber notamment cette forêt boréale unique en France, c'est la seule que la France possède, et qui aujourd'hui est victime du réchauffement climatique, donc les arbres meurent. Ils meurent aussi, donc pas seulement à cause de ce réchauffement, mais aussi parce qu'en fait, dans les années 1950, il y a eu le cerf de Virginie qui a été introduit par un riche propriétaire qui voulait faire de la chasse sur l'île. Et ce cerf, évidemment, s'est multiplié. Étant donné que c'est une île et qu'elle est fermée par des frontières maritimes, eh bien, le cerf prolifère et détruit la forêt. Donc il est chassé à Saint-Pierre-et-Miquelon pour ces raisons-là. Il est mangé d'ailleurs. Donc en tout cas, voilà, c'est venu ce bouleversement climatique est venu bouleverser aussi des écosystèmes, et aujourd'hui, très clairement, tous les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon le constatent et n'ont pas de problème à dire qu'en effet, il y a plus de vent, il y a plus de pics de vent, il y a plus de tempêtes et il y a beaucoup moins d'hivers froids. Ça, c'est unanime. Et parmi ces conséquences, il y a ce pourquoi tu as été dépêché sur place, Oui. ce qui est le déplacement, au sens littéral du terme, du village de Miquelon. Oui, oui. Comment ça se passe là-bas ? Alors, il faut revenir un tout petit peu à la genèse de ce projet-là. Là-bas, ils aiment bien parler de relocalisation, parce que le déplacement, dans l'esprit même populaire, fait référence aussi au grand dérangement. Et puis peut-être aussi au fait qu'un déplacement, c'est souvent forcé, alors que là, ça part d'une initiative volontaire. Et justement, pourquoi cette initiative volontaire ? Donc, moi, j'ai fait partie d'un groupement au départ avec architectes, urbanistes, programmistes. C'est un projet dont le mandataire est Métamorphose urbaine. Toujours est-il que je fais partie de cette équipe et que on me demande d'intervenir en tant qu'à la fois géographe, puisque j'ai cette formation autour des îles et du littoral, et en même temps autour de la concertation, puisque c'était une volonté dès le départ de la commune de Miquelon de pouvoir concerter sa population. Donc je fais partie de cette équipe. C'est un projet qui initialement est financé par le ministère de l'écologie, parce que la commune de Miquelon, toute petite commune avec peu de moyens, s'est tournée vers l'État à ce moment-là pour demander un soutien financier pour réfléchir au devenir de sa commune. Et donc on a été missionné en 2021, mais je crois qu'on a commencé en janvier 2022. Où finalement, donc on est arrivé et à l'époque, les élus qui nous ont reçus, le maire, c'est un jeune maire, premier mandat, Franck Detcheverry et toute son équipe municipale, qui se mettent autour de la table avec le préfet, avec la DGALN qui est rattachée au ministère de l'écologie et qui était à l'époque représentée par cette démarche de l'atelier des territoires. C'est une très jolie démarche pour aider les territoires à progresser dans leur réflexion, puis la DETAM localement sur place. Et donc, et la collectivité territoriale, puisque Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité territoriale également.
Tous ces acteurs se mettent autour de la table et à l'époque, l'idée c'était de dire, voilà, nous on a un PPRL, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plan de prévention aux risques littoraux qui ont été mis en place à partir de 2014 suite à Xynthia. 2010, Xynthia, grosse tempête sur la Vendée qui fait des morts, une trentaine de morts de mémoire. Et donc là, le gouvernement dit non mais en fait on ne peut plus réagir de la même façon, on est obligé de protéger nos littoraux comme on a fait pour les rivières avec les inondations. On connaît les fameux plans de prévention risque inondation. Donc l'outil sort de la préfecture et le président Hollande, qui est à ce moment-là en déplacement sur l'archipel, vient à Miquelon et sort en haut de l'île de Cap, où on a une très belle vue sur toute la baie de Miquelon, sort le magnifique plan qu'il a du PPRL, où là on voit tout rouge le village, en zone rouge le village, et dit bah voilà, vous aussi, c'est pas parce que vous êtes à 4700 km de la métropole que vous n'allez pas être protégé, vous aussi vous avez le droit d'être protégé, donc voilà, vous allez avoir un plan de prévention risques littoraux pour finalement lutter contre le risque de submersion. Que voit l'équipe municipale du moment et les habitants, c'est qu'ils sont à 4700 km, ils sont isolés de Saint-Pierre, c'est-à-dire que depuis Saint-Pierre, on a 1h30 de bateau pour aller jusqu'à Miquelon, qu'ils ont un petit aérodrome, mais la météo est très difficile là-bas, donc bateau ou avion, souvent ils sont très clairement isolés, sans moyen d'accès, la population est vieillissante, comment on va faire si tout notre foncier est gelé et en rouge ? Donc c'est là qu'ils ont fait appel à l'État pour venir en disant mais vous pouvez pas nous conditionner à un village destiné à mourir si nos jeunes ne peuvent plus venir construire, si finalement on peut plus rien faire de notre foncier puisque PPRL gelait totalement la construction. Donc là au départ on était parti autour de la table à se dire bah assouplissons l'outil, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait pas adapter l'architecture des maisons, on les met sur pilotis et on s'adapte au risque. Et en fait grâce à la démarche des ateliers des territoires, grâce en fait à la concertation, grâce au travail des enfants, des collégiens, des habitants, des acteurs techniques, économiques, politiques, enfin tout ce petit monde qui habite le territoire, on a finalement trouvé, je dirais, la solution la plus pérenne, c'était de reporter le développement du village de l'autre côté du pont, sur la Grande Miquelon, cette île rocheuse, dont l'aménagement peut commencer à 10 mètres minimum au-dessus du niveau de la mer, et là, on se protège du risque de submersion. Ce n'est pas un endroit qu'on avait choisi, nous, parce qu'on, équipe d'experts, on est arrivés sur le terrain avec nos gros sabots en disant « Ah ben non, mais c'est là qu'il faut construire ». Non, ce n'est pas du tout nous qui avions choisi l'endroit, ce sont les habitants qui, suite à l'annonce du PPRL, avait profité en 2019 de la venue d'Annick Girardin, qui était ministre des Outre-mer à l'époque et qui est aujourd'hui sénatrice de l'archipel, profiter de sa venue pour dire « Non mais vous n'allez pas nous priver de notre village à Miquelon, du coup nous, l'avenir du village, on le voit ici ». Et ils avaient planté symboliquement un panneau avec la carte de leur futur village en disant « L'avenir de Miquelon, c'est ici ». Il y avait 200 personnes sur 500 personnes d'un village à s'être mobilisées ce jour-là pour venir sur site dénoncer ça. Donc c'est énorme. Donc nous, c'est une donnée qu'on a prise en compte dès le départ en disant « Ok, c'est un souhait de la population ». On a essayé de le faire confirmer pour être sûr que c'était toujours le souhait de la population de se développer à cet endroit-là. Et ensuite, on a mis tout en ordre de marche, surtout d'un point de vue politique et financier, pour rendre le projet possible. Donc, on a fait signer les acteurs politiques, on leur a fait signer une charte d'aménagement et d'engagement sur un projet pour porter des ambitions politiques au-delà des mandats, parce que la fragilité quand même d'un projet de cette ampleur, ce sont des mandats politiques. Et de façon aussi à pouvoir montrer cet engagement auprès des ministères, auprès du gouvernement, et montrer qu'en fait, ce n'était pas un coup d'épée dans l'eau, mais que c'était une décision portée par une population, donc qu'il fallait y aller, quoi. Alors la décision du déplacement a été actée collectivement. Ouais. Où on en est maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que cette décision a été prise? Oui. Alors donc, on l'a acté. Donc ça, c'était un premier travail qui a pris quand même 1 an. 1 an sur le terrain, à aller questionner les habitants, à travailler avec eux, à travailler avec les acteurs pour mettre tout le monde d'accord autour de la table. Il y a eu 1 an ensuite de préparation des dossiers pour tout simplement aller chercher les financements pour que le village puisse être accompagné dans cet aménagement du nouveau village.
Et donc, une fois que l'appel d'offres a été lancé, que l'équipe de maîtrise d'œuvre a été recrutée, et équipe dont je fais partie, on accompagne, on fait quasiment du cas par cas. Donc, c'est assez innovant et c'est assez expérimental aussi. C'est-à-dire qu'on avance un peu en marchant et on a cette chance d'avoir des acteurs de terrain, que ce soit l'équipe municipale, que ce soit la DETAM, que ce soit le préfet qui joue un rôle aussi très important. En fait, on arrive à avoir beaucoup de souplesse et d'acceptabilité sur le fait qu'on ne peut pas tout savoir, on expérimente ensemble, on avance ensemble et on teste. Et ça marche plutôt bien comme approche par l'expérience. Et là où on en est, on a sorti une première phase donc qu'on a appelée la phase d'urgence pour qu'elle aille le plus vite possible. Donc il faut savoir qu'entre 2022 et 2025, c'est même pas 3 ans où on a déjà délivré les premiers permis de construire. C'est unique aussi en France au niveau de la rapidité avec laquelle on a réussi à faire, parce qu'on s'est mis en ordre de marche et qu'on a essayé de faire le plus vite possible, notamment aussi en cas de tempête, parce que très souvent, on a des tempêtes cycloniques. On a eu Fiona qui est passée il y a 2 ans sur les côtes terre-neuviennes qui ont fait des énormes dégâts. Donc à 50 km de Miquelon, les habitants ont eu très peur. Donc ça aussi, c'est des facteurs de déclenchement pour partir. Et on a mis donc en accès à la propriété 15 parcelles. Et on a eu donc plus de demandes pour se relocaliser que de parcelles disponibles. Donc on a une liste d'attente de ménages qu'on appelle les pionniers, puisque ce sont les premiers volontaires à venir habiter ce nouveau village. Et puis on a aussi lancé la programmation d'une zone refuge, avec une caserne pour les pompiers, avec une maison de loisirs aussi, qui pourront servir en cas de tempête pour les habitants de l'ensemble du village. Donc voilà, donc ces 15 premières parcelles, on a déjà délivré plusieurs permis de construire et on a déjà 3 maisons qui sont sorties de terre ou quasiment. Donc à l'été, ils vont très vite. Et il faut savoir que la particularité de Saint-Pierre-et-Miquelon, et surtout à Miquelon, c'est l'autoconstruction. Ça aussi, c'est une première en France, c'est assez unique. C'est plus de 60% des maisons qui sont autoconstruites. Donc les gens se sont transmis ça. Ça fait partie de la mémoire collective, de l'identité collective. Ils se sont transmis ça de génération en génération. Ils continuent à autoconstruire leur maison. Donc c'est vraiment génial de voir ces premières maisons qui se construisent. C'est un moment, je trouve, très fort. Super. Une question peut-être un peu plus générale, Anne-Solange, mais qui m'est venue en préparant cet entretien, c'est de se dire au fond, souvent c'est l'histoire qui nourrit la cohésion sociale dans les territoires. Comment on fait là dans un village finalement qui n'a pas d'histoire, qui sort de terre, qui est tout neuf pour créer une mémoire collective, pour recréer une identité? C'est vrai, c'est super, une super question, et c'est vrai qu'on a essayé de la travailler tout de suite aussi. En tant que géographe, je m'étais dit, mais comment, quand on est attaché à cette terre, surtout quand on connaît leur histoire avec ce grand dérangement, ils sont revenus pour toujours se réimplanter dans le village. Très bien, oui, sur le papier, on est tous d'accord pour se délocaliser, notamment pour les générations futures, pour les mettre à l'abri. Mais est-ce que finalement, les gens qui ont plus de, 70 ans, on sait très bien ce que ça veut dire à plus de 70 ans de construire une maison, quoi. C'est énorme en fait, surtout par ses propres moyens. Donc, et comment on fait, quoi. Et donc, résultat des courses, on a essayé de réfléchir à cette question sur ce qu'en géographie on appelle la déterritorialisation pour une reterritorialisation. Donc d'abord, on a travaillé avec les enfants. Alors ça, c'est aussi notre particularité, c'est de se dire, voilà, on travaille avec les enfants qui aujourd'hui ont une quinzaine d'années, en se disant que ce sont les prochains habitants aussi de ce nouveau village. Ce sont eux qui vont habiter Miquelon demain. Donc en fait, tout du long, ils nous ont accompagnés dans la réflexion. On continue à travailler avec les scolaires, c'est pour nous très important aussi. Et on fait des marches. Alors on a fait une marche avec la géocénographe Carolina Espirito Santo, que j'avais fait venir sur le territoire pour qu'elle travaille ce lien de la mémoire, justement, comment on passe de l'ancien village au nouveau village et comment on transmet cette mémoire collective d'un lieu à l'autre. Donc elle avait fait toute une marche avec les habitants et notamment beaucoup avec les enfants. Donc ça, c'était vraiment super comme moment. Et puis, avant même qu'il y ait des parcelles, du foncier disponible, on a souhaité créer un sentier sur le site, le nouveau site. Et le préfet a tout de suite soutenu cette initiative. Donc un petit sentier sur pilotis, en bois, de façon très légère pour ne pas impacter le milieu naturel de Tourbe dans un premier temps. Et donc que les gens, les habitants qui le souhaitent puissent marcher, venir se promener sur le lieu,
arpenter le paysage, comprendre un peu, se projeter dans ce paysage et voir finalement dans quoi ils vont habiter demain. Et ça a très bien marché et ça a été aussi décisif pour que les gens s'engagent à acheter une parcelle. Alors ce qu'il faut quand même mentionner dans le projet, que je n'ai pas mentionné avant mais qui est important, comment ça fonctionne d'un point de vue financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout le village est conditionné par le plan de prévention risques littoraux, que c'est donc un risque naturel qui est le risque de submersion, les habitations sont rachetées par le fonds Barnier. Donc le fonds Barnier, c'est un fonds très spécifique qui fonctionne de façon unique en Europe, sous une forme de solidarité qu'il faut absolument en France arriver à préserver. C'est que quand on souscrit à un contrat d'assurance multirisque, ou un contrat d'assurance habitation, il y a une part, un pourcentage qui est aujourd'hui de 15%, qui part à ce fonds appelé CatNat, Fonds Catastrophe Naturelle, et qui est censé alimenter le fonds Barnier. Donc c'est une solidarité nationale pour indemniser en fait des populations à risque climatique. Et donc là, c'est ce qui se passe. Donc alors, on ne va pas déménager l'ensemble d'un village d'un coup d'un seul. Ça se fait par phase, ne serait-ce que parce que financièrement, il faut accompagner aussi cette transition. Mais en tout cas, c'est une opportunité. Il faut savoir que les maisons qui sont rachetées aujourd'hui, cette somme permet aux habitants de reconstruire. Ils ne peuvent pas reconstruire totalement à l'identique. C'est souvent plus petit. Donc déjà, ils achètent des parcelles plus petites. On a estimé avec eux une parcelle moyenne de 800 mètres carrés. Donc ils rachètent cette parcelle de 800 mètres carrés. On a mis aussi en place un bail amphithéotique de façon à ce que ceux qui ne veulent pas acheter ou qui ne peuvent pas accéder à la propriété du foncier puissent en fait louer à la mairie le terrain pour X temps, de façon à ce qu'ils puissent tout de suite construire. Voilà, donc on met en place différents systèmes pour permettre aussi différents leviers de relocalisation. Et en tout cas, voilà, ce financement, et c'est une opération blanche, les gens ne gagnent pas d'argent, mais ça leur permet de reconstruire et de vivre ailleurs dans des conditions de confort similaires. Se projeter de nouveau dans l'avenir. Oui. Finalement, c'est le déménagement qui recrée un récit, voilà, qui recimente la cohésion sociale. Ouais. Et Anne-Solange, je t'ai déjà entendu avoir cette phrase dans un autre interview. Tu disais que la vulnérabilité de chaque lieu est aussi sa richesse. Ouais. J'ai l'impression que ça résonne aussi avec le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'adore les territoires qui ont des fragilités. Alors, ce que j'appelle des fragilités, ça peut être des météos hostiles, ça peut être des histoires difficiles sur lesquelles, en fait, créer une identité attractive et plus dure, etc. Moi, je trouve que ces faiblesses, enfin, 10 faiblesses, en fait, d'un point de vue extérieur ou intérieur, mais en tout cas qui sont des fragilités, je trouve qu'au contraire, ça fait la richesse. Mais un peu comme, c'est le cas similaire, c'est chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a tous, dans nos histoires personnelles, des douleurs, des fractures, des moments de vie qui sont difficiles, mais qui font partie de nos histoires, qui nous enrichissent et qui font aussi partie de l'attractivité qu'on peut générer ensuite. Et voilà, donc c'est un peu comme une beauté plastique parfaite qui serait générée par l'intelligence artificielle n'a, à mes yeux en tout cas, aucun intérêt. Je trouve qu'une beauté qui est imparfaite est souvent bien plus belle, bien plus lumineuse que une beauté parfaite. Donc c'est un peu la même chose que je vois sur un territoire, c'est que sa fragilité, c'est aussi à la fois son attractivité et aussi son intérêt, quoi. Merci beaucoup Anne-Solange, c'était superbe. Tu nous as raconté un peu Saint-Pierre-et-Miquelon, comme on raconte des histoires. Ouais, et c'est vrai qu'on a envie aussi de porter la géographie comme ça, donc c'est génial. Mais peut-être avant de te laisser, Anne-Solange, on a une petite question traditionnelle qu'on aime bien poser à tous nos invités. C'est finir nos entretiens par une touche de poésie. Est-ce qu'il y a un lieu que tu aimes, un lieu qui te touche et que tu aimerais partager avec nous ? Alors il y en a plein, mais moi c'est vrai que j'adore les îles froides, j'adore les territoires hostiles et donc ces territoires insulaires qui sont aux géographies inaccessibles et difficiles. Mais c'est pas tant ça que je veux partager parce que ça, je dirais qu'il y en a tellement et il y a plein d'îles que j'adore et il y en a pas une que je préfère. Mais par contre, je crois qu'en tant que géographe, le seul territoire qui me vient, c'est la Terre dans son ensemble. Parce que je trouve qu'en fait, la seule chose que j'aimerais transmettre, et c'est pas, ça n'a rien de prétentieux, c'est une question de système en fait. C'est que pour moi, tout est lié, quoi, et tout est lié par cette terre qui nous soude et
effet relation, terre de relation, n'est-ce pas? Mais qui nous réunit. Et je trouve que nos territoires, et là les îles, même les îles en fait, on le voit bien qu'elles sont liées, ne serait-ce que parce que il y a des échanges, parce qu'il y a un climat qui concerne l'ensemble de la planète et qui se réchauffe, etc. Donc on appartient à un même et seul écosystème qui est la Terre. Donc pour moi, voilà, c'est la Terre que je voudrais Magnifique. transmettre. Merci beaucoup Anne-Solange. C'était la géographe Anne-Solange Muy pour Terre de Relations.